Chapitre 19, toujours sur Maître Omram. Plus les fanatiques de la fraternité continueront à m'insulter et à raconter n'importe quoi sur mon compte pour justifier que je suis un monstre, et plus je continuerai à raconter des choses que je ne connais du bon fin. Et méfiez-vous parce que bientôt, je vais passer à la vitesse supérieure. Et là, ça va faire très très mal. Pour le moment, je vais rester encore sur des histoires raisonnables pour vous montrer à quel point il y a une incohérence et un fanatisme. Alors, à un moment, au bon fin, j'ai commencé à être connu, comme j'ai commencé à faire une révolution à la fin, bien après la mort de Maître Omram, et que j'étais en contact avec lui, certains commençaient à me connaître en tant que médium. Et évidemment, la médiumnité, on en prend, on en laisse, on est d'accord. Moi, j'appellerais la médiumnité une hypersensibilité, ce qui ne veut pas dire qu'on est dans la vérité totale. On voit plus loin que les autres, on peut prendre en écoute ce qui est dit, et puis on peut vérifier. Il faut surtout aller vérifier, toujours aller vérifier. Mais quand je vois des fanatiques du bon fin, comme une certaine Gabrielle de Montpellier, qui a été voir un médium qui lui a dit « Oh là là, Iji, c'est du bas astral ». Donc tout ce que je dis, c'est un mensonge. Comme critère de référence intellectuelle, ça approche la température anale, quand même, hein, le degré de la température anale. Franchement. Et donc les gens savent que je suis, on va dire, hypersensible. Et il y a une fille qui me croise, je ne me souviens même plus qui elle est, et elle ne veut pas me dire bonjour. Elle me rejette totalement. Alors je dis, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, parce que là, je ne suis pas au courant, je ne te connais pas. Elle me dit, je ne dis pas bonjour aux médiums. Je dis, parce que je sais que les médiums sont très, très négatifs. Alors je lui dis, je dois m'incliner avec humilité devant toi, parce que tu m'es bien supérieur. Alors elle ne comprend pas, elle est surprise de mon attitude. Je dis oui, parce que moi, en tant que médium hypersensible, il y a plein d'informations que j'ai, mais je ne crois jamais mes informations. Je les prends en tant qu'informations et je les vérifie. Je pose des questions, j'observe, je vais voir, et si je vois que c'est exact, j'en prendrai compte. Mais au début, ce ne sont que des choses à titre informatif qui me donnent une direction. Tandis que toi, tu es tellement forte, tu es tellement médium qu'en me rencontrant, tu as déjà su me juger comme quoi j'étais un méchant médium. Donc finalement, tu es bien plus sensible aux informations invisibles que moi. Donc tu es bien plus médium que moi. Donc je m'incline avec humilité devant ta fantastique médiumnité parce que la mienne est loin d'être aussi performante. Donc bravo grande maîtresse, tu m'es largement supérieure. Évidemment, elle était aussi très contrariée. Et encore une fois, pour parler de la médiumnité, il y a une chose très importante, c'est une fille que je connaissais, une femme que je connaissais, qui n'était pas méchante du tout. Hein. Elle s'appelait, je ne sais pas si elle est encore vivante, Natacha Collézard, comme elle disait si bien parce qu'elle venait du Québec. Natacha Collézard, Natacha Collézard. Et c'est une fille qui faisait des conférences assez belles, un peu dans le style de Maître Omram, mais qui était très médium. Donc elle parlait des égrégores, elle parlait de ça et de ça et de ça et de ça. Et étrangement, elle, qui était coupable d'être médium, eh bien, quand elle arrivait au bon fin, je le sais parce que je m'occupais de l'hôtel, enfin de là où on accueillait les gens qui venaient loger dans une espèce dans des chambres qui faisaient partie d'un hôtel. Eh bien, sa chambre était remplie, totalement remplie de roses. Et elle n'avait pas une place pour poser un sac. Alors le problème, c'est comment se fait-il que les médiums soient très négatifs, mais qu'en même temps, Natacha Collézard, la grande médium de la fraternité, elle soit traitée mais comme une super hyper star. De poids, de mesure, de valeur, encore une fois, une incompréhension totale et complète de la situation du protocole. C'est quand même très fort.
Annie Mouret, qui était une médium que j'ai connue, la plus fantastique médium que j'ai jamais connue, qui était une femme qui habitait à Toulouse et qui était vraiment quelqu'un de extraordinairement capable, puisqu'elle a travaillé avec moi pendant 7 heures. J'avais tout enregistré, 7 sur 7 heures, parlant du passé et du futur. Il n'y avait pas une minute d'erreur. Elle était la médium officielle de l'ANEP, Association nationale pour l'éducation prénatale, qui était donc une association qui enseignait aux femmes à se comporter correctement, à penser positivement avec leur fœtus lorsqu'elles étaient enceintes, et qui était purement une association du bon fin. C'était un sous-marin du bon fin, je veux dire, c'était l'enseignement du bon fin apporté directement par les gens qui y croyaient et qui essayaient d'apporter dans la société classique et dans les écoles et autres l'enseignement du bon fin, sans évidemment parler du bon fin. Ça s'appelait l'ANEP, Association nationale d'éducation prénatale, et la grande médium de l'ANEP, et tous les gens de l'ANEP avaient le numéro de téléphone privé de Annie Mouret. Super médium. Donc encore une fois, 2 poids, 2 mesures. Les médiums ne sont pas bien, mais les médiums sont extraordinaires. Et puis, enfin, ne l'oublions pas, le maître Peter Denov, malheureusement j'ai oublié son nom, parlait d'une médium, une femme qui avait horriblement souffert dans le passé, qui était bulgare et qui était aveugle. Et c'était une femme qui était d'une médiumnité fantastique. Elle est très très connue en Bulgarie, je suis sûr que n'importe qui connaît l'histoire ou qui est bulgare pourrait vous donner son nom. Moi-même j'étais en Bulgarie, j'ai acheté plusieurs de ses livres qu'on m'a traduits, mais malheureusement j'ai oublié son nom maintenant. L'histoire dit qu'elle a eu un accident et qu'elle est devenue aveugle, elle est tombée, elle est devenue aveugle. L'histoire réelle, pour clarifier les choses aussi, puisque les gens ne le savent pas, parce que ça fait partie de la dureté, de la violence de ce monde. En réalité, en tant qu'enfant, elle était violée. Je crois par plusieurs personnes. Et en fait, pour qu'elle ne puisse pas décrire les gens qui l'avaient violée, les gens qui l'ont violée lui ont crevé les yeux. Et voilà, la beauté du monde. Et cette femme a fait des prédictions toute sa vie sur la Bulgarie, sur ce qui se passerait. Et le maître Peter Denov, donc le maître de Maître Omram, a très souvent parlé de la médiumnité de cette femme, de ce qu'elle annonçait, de ce qu'elle faisait, d'une façon très respectueuse. Et il est donc très particulier, je veux dire, d'être le maître Omram, d'envoyer sa secrétaire particulière Blagost passer sa vie à aller voir des médiums pour poser des questions, à faire référence au maître Peter Denov, qui lui-même parlait de cette bulgare, de cette fille bulgare, de cette femme bulgare qui a vécu très vieux, d'utiliser lui-même la médiumnité pour pouvoir continuer à me parler et m'enseigner, mais en même temps qui critique à tire-larigot la médiumnité. Donc évidemment, tous ces aspects-là, il faudrait essayer d'être un petit peu cohérent quand même, dans la logique des choses. Évidemment, on ne peut pas oublier le fait que le sexe était interdit au bon fin. Et moi, j'ai connu des gens, je me souviens d'un Québécois qui disait « Je suis resté 35 ans au bon fin, ça fait 35 ans que je sublime le sexe, donc ça veut dire qu'il n'a rien, et tout ce que j'ai attrapé, c'est des tempes blanches, donc maintenant je pars. » Et oui, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui jouaient le jeu et qui pratiquaient l'enseignement de sublimer le sexe, blablabla. Pendant ce temps-là, Maître Omram, il se tirait des photos avec des gamines. Bon, c'est quand même un tout petit peu immoral, quand même, C'est quand même un tout petit peu immoral. Et comme je l'ai expliqué précédemment, le Maître Omram a été pris la main dans le sac plusieurs fois en train de regarder des films porno à la télévision. Et quand il regardait les films porno, il expliquait avec le plus grand sérieux, « Non mais j'utilise le réseau des gens qui regardent les films porno pour leur envoyer des énergies positives et pour les aider à sublimer les forces sexuelles. » Là, il faut quand même pas avoir froid aux yeux. Ça veut dire que le défaut sexuel va tellement loin que petit à petit, on recule devant aucun mensonge pour justifier tout ça. Et à ce niveau-là,
ça devient très très grave. Ça devient vraiment très très grave. Enfin, et pour finir, je pense que la plupart des gens cracheront sur mon histoire parce que bien sûr, ils ne veulent pas reconnaître la simplicité de ce qui se passe derrière le rideau. Devant le rideau, le maître Omram, le maître Peter Denov et le maître Taras Bulba et ainsi de suite, ils s'engueulent. Mais derrière le rideau, ce sont tous des potes. Derrière le rideau, le maître Omram est venu m'enseigner. Il est venu me guider. Il est venu m'éveiller pour me redonner mon identité de Peter Denov, pour me redonner ma connaissance de Peter Denov. Puis ensuite, une fois que j'ai reçu cette identité du maître Peter Denov, il est venu présenter ses excuses. Parce qu'il a fait de son mieux, mais là, sur ces sujets-là, il n'a pas pu assurer. Il a fait des choses terribles. Pourquoi est-ce que les disciples sont plus royalistes que le roi ? Pourquoi est-ce que les disciples ne peuvent pas, tout comme le maître Omram, dire « cet être a fait des choses merveilleuses, mais à ce niveau-là, il n'a pas assuré. Il s'est enfoncé dans une erreur qui s'est empirée et empirée, et les choses ont tourné à la catastrophe totale. » Pourquoi ne peuvent-ils pas avoir l'humilité de leur maître ? Et quand les gens m'entendent parler, surtout ceux du bon fin, ils savent très bien que je dis la vérité. Ils savent très bien que je parle de gens qu'ils connaissent. Ils voient très bien que je fais référence au poste d'entrée, que je fais référence à l'endroit où tous les cristaux étaient exposés après la conférence, juste à côté de la salle. Ils savent très bien que je fais référence des douches qui étaient juste en face de la salle de la salle de gymnastique, ou enfin le terrain de gymnastique ou pour la paneurythmie. Ils savent très bien que je fais référence à l'ancien terrain de gymnastique où la paneurythmie a été répétée régulièrement et enseignée par certaines personnes. Ils savent très bien qu'ils ont petit à petit modifié la paneurythmie pour en faire quelque chose de militaire, de simple et d'efficace. Ils savent très bien que la paneurythmie, enfin le bon fin, a supprimé le pentagramme parce que c'était trop compliqué, et même les rayons du soleil. Et ils savent très bien qu'avant ils détestaient Peter Denov et la Bulgarie parce que c'était pas un vrai maître, etc., etc. Ils savent très bien tout cela. Ils savent très bien tout cela. Donc, toutes ces choses-là, seul quelqu'un du bon fin peut le savoir. Seul quelqu'un qui a vécu là, qui connaît ces gens-là, qui a aimé ces gens-là, qui a été trahi par ces gens-là, peut décrire tout cela. Seul quelqu'un qui est venu regarder la vérité en face peut décrire tout ce que je décris. Pourquoi vous est-il impossible d'être humble et de dire « nous sommes désolés » ? Non pas parce que vous êtes coupable, parce que mes pauvres, vous avez suivi un maître que vous avez cru, et parce que ce maître était un maître sur beaucoup de choses, mais pas un maître général, pas un maître qui contrôlait tout. Alors arrêtez de vous enfoncer dans les mensonges et les méchancetés, les manipulations et les vilaineries, parce que plus vous le ferez, et plus je pourrai révéler des choses. Et nous allons pouvoir commencer, si vous voulez insister encore plus avant, à donner des détails, des références, des noms. Et alors vous verrez comme la fraternité va s'en sortir encore plus mal. Mais je n'ai rien contre la fraternité. J'ai contre le mensonge. Et je reconnais avec honneur et respect le fantastique travail du maître Omram Mikhaïl Ivanov, qui a même pu agir avec clarté, honnêteté et sincérité et magie, même après sa mort. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Mais en même temps, à travers ces événements fantastiques, il a aussi reconnu avec humilité ses erreurs. Et ça non plus, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Et ça ne veut pas dire que vous devez jeter au panier tout l'enseignement de Maître Omram. Il y a un problème particulier qu'il n'a pas pu affronter, qu'il a mal compris, qu'il a mal géré et qui s'est dégénéré. Il n'a pas écouté un conseil du Maître Peter Denov qui lui a dit « Reviens achever ta formation ». Et il a tourné à la Dark Vador.
sur cet aspect-là. Mais sur le reste, sur tout ce qu'il enseignait, sur la Kabbale, sur la vérité, sur le respect, sur l'honneur, sur la gloire, sur l'inspiration de l'âme, il disait la vérité, il y a juste un aspect qu'il ne contrôlait pas du tout. Ça ne fait pas de lui le plus grand maître, loin de là. Il y a des vrais maîtres incarnés sur Terre, mais cela fait de lui un être très, très supérieur à la plupart des gens. Et encore une fois, vous devez avoir le courage vis-à-vis de vous-même de regarder vos dénis, les trahisons que vous avez faites, les vols, les mensonges, les monstruosités, les horreurs que vous avez accomplies dans votre vie, parce que la société vous a appris à agir comme ça. Eh bien, le maître Abraham, piégé dans le besoin sexuel et l'interdit sexuel tel qu'il l'avait compris du maître Abraham, a été poussé à se plonger dans quelque chose de complètement faux. Ça ne fait pas de lui un monstre, ça fait de lui quelqu'un qui, dans une architecture très compliquée, a fait une erreur. Erreur très très regrettable, c'est vrai, mais tout le reste de la structure est là, peut être usé et apprécié tant que l'on connaît la vérité sur le point de faiblesse énorme qu'avait celui de maître Abraham. Reconnaissez tout comme lui avec humilité ce point de faiblesse pour pouvoir avancer davantage vers la lumière et vers la vérité. Et alors votre maître Abraham sera un maître qui sera pour vous un exemple de force, de courage, d'humilité, d'excuse. Il aura eu le courage de reconnaître ce qui est inacceptable. Quelle force, quel courage. Évidemment, ça n'enlève pas la blessure qu'il a fait aux femmes. Évidemment, la fraternité devrait se tourner vers chaque femme que le maître Abraham a blessée, devrait les couvrir de louanges, de protection, les aider financièrement, être responsable des actes de cet homme. Mais en même temps, quel courage pour le maître Abraham que de se tourner vers son maître que je suis et de dire « Excusez-moi, maître Abraham, pour le mal que j'ai fait. » Reconnaissez cette erreur, reconnaissez cette phrase avec humilité, joignez-vous à lui pour cette humilité. Je ne vous demande pas de me donner de l'argent à moi, il ne m'a jamais violé. Je ne vous demande pas d'être reconnu comme un grand maître, je vous demande d'être cohérent devant l'enseignement du maître. Ce maître était fantastique sur tout un édifice merveilleux qu'il a construit et diabolique sur certaines choses. Réparez le diabolisme et le reste de la structure sera merveilleux et protégé. Vous savez, chez les alcooliques, il y a ce qu'on appelle le protocole des 12 marches. Les 12 marches, c'est tout un protocole qui permet petit à petit de réparer tout ce que l'on a fait à cause de l'alcool, qui était un gros défaut. N'empêche que ces gens alcooliques ne sont pas des monstres, ils ont fait des choses horribles à cause de l'alcool. Maître Abraham a fait des choses horribles à cause d'une erreur qu'il a mal assimilée et qu'il a tourné de plus en plus vers un côté négatif. Mais si vous l'aidez, vous, à marcher les 12 marches du pardon et de la réconciliation, le maître Abraham redevient, grâce à l'humilité et à l'honnêteté de ses disciples, un grand maître de lumière. Vous avez ce choix-là, vous avez le choix de la guerre. C'est à vous de choisir. Choisissez la lumière, toujours.